à toutes et tous, merci de suivre cette Sphare TV sur la réflexion sur les critères de jugement des études en réanimation. Donc, je m'appelle Mathieu Legrand, je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris, je suis éditeur associé de la revue ACCPM et je vais co-animer cette émission avec le professeur Karim Assenoun du CHU de Nantes. Bonjour. Qui est également éditeur associé de la revue ACCPM. Et nous avons comme invité d'honneur le professeur Jean-Louis Vincent, qu'on ne présente plus, qui est donc attaché à l'Université libre de Bruxelles, et avec qui donc, on va discuter justement du choix des critères de jugement dans les essais en réanimation. Et comme vous le constatez probablement, il y a beaucoup d'essais publiés chez les malades de réanimation qui s'intéressent, en tout cas qui ciblent la mortalité ou la diminution de la mortalité comme critères de jugement, avec beaucoup d'essais négatifs, et ça pose des questions. Et donc on voulait tout d'abord votre avis, Monsieur Vincent, savoir si l'absence d'efficacité de la mortalité était l'absence d'efficacité de ces traitements ou des stratégies chez les malades de réanimation. On voulait avoir votre avis sur cette première question. Merci de m'avoir invité à participer à ces questions très importantes. Et pour répondre à la première question, non, une étude peut être négative et néanmoins le traitement peut être tout à fait efficace. Mais ce qui peut se produire, c'est que certains malades se retrouvent dans un groupe alors qu'ils auraient été mieux dans l'autre. Et donc les deux s'annulent en quelque sorte. Prenons un exemple, un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple des transfusions, avec un seuil transfusionnel. Si vous trouvez dans le bras qui a des transfusions plus libérales, cherchant à maintenir le taux d'hémoglobine à un niveau plutôt supérieur, eh bien vous avez des malades qui recevront trop de transfusions et donc qui seront malheureusement pénalisés par ça, et des malades qui en bénéficieront parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de transfusions. De même dans l'autre groupe, là où on vise, où on est beaucoup plus restrictif et où on se contente d'un taux d'hémoglobine plus bas, vous avez certains malades qui, effectivement, avaient besoin d'une transfusion et qui se retrouveront pénalisés. Mais il y aura aussi des malades qui n'avaient pas besoin de transfusion, des jeunes traumatisés qui, finalement, étaient très bien dans ce groupe-là. Et donc, quand on compare les deux groupes, on ne voit pas de différence. Alors les gens disent « Ah bon, alors on peut restreindre les transfusions. C'est bien, c'est très bien. On ne transfuse plus que si le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes par décilitre. » Mais non. Vous avez des malades âgés, qui ont un syndrome coronarien, qui peuvent bénéficier d'une transfusion. Et chez ces malades-là, on va effectivement individualiser la décision. Or, certains voudraient alors, ceux qui aiment les protocoles, aimeraient bien que la décision de transfuser soit basée uniquement sur un taux d'hémoglobine. Et s'il est au-dessus de 7, on ne transfuse pas et puis c'est tout. Ça, c'est la mauvaise interprétation d'une clinique négative. Donc, voilà, on ne peut pas... Si on fait une étude sur les corticostéroïdes dans la RDS, SDRA, comme certains disent, ou dans le choc septique, et s'il n'y a pas de différence entre les deux, on ne pourra pas dire que les corticostéroïdes, c'est comme un placebo quand même. Mais non, corticostéroïdes, ça fait beaucoup de choses. C'est quand même un médicament extrêmement efficace. Mais ça veut dire qu'on n'a pas bien choisi la population. Et je crois que c'est surtout ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que nous ne choisissons pas bien des populations, ou bien nous pensons qu'une intervention thérapeutique aura un impact suffisant que pour diminuer la mortalité. L'administration d'albumine, c'est un bel exemple. Ah, tout est négatif, il ne faut pas donner d'albumine. Attendez. Est-ce que vous croyez vraiment que parce que vous donnez un peu d'albumine initialement dans la réanimation du choc septique, par exemple, vous croyez vraiment que vous allez arriver à diminuer la mortalité? Enfin, c'est trop ambitieux, ça. Où nous parlions dans notre colloque singulier d'une proposition d'étude que j'avais revue, qu'on avait revue au PHRC, d'une échographie dans l'ambulance qui diminuerait la mortalité. Enfin, c'est une étude qui sera évidemment négative. Que vous croyez vraiment qu'une échographie dans l'ambulance, ça peut diminuer la mortalité? Mais chez certains malades, mais évidemment, mais oui, celui qui a un hémothorax ou celui qui a un pneumothorax, mais évidemment que ça pourra peut-être, lui, l'aider.
Mais il y en a tellement d'autres à qui vous allez faire des échographies qui vont en bénéficier un tout petit peu, et globalement, vous n'allez pas voir de diminution de mortalité en faisant ça. Et vous risquez alors de tuer, enfin on va peut-être y revenir tout à l'heure, on risque alors de tuer toute une série de stratégies en disant non, 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 less is more, hein, faisons-en moins, faisons-en moins, faisons-en moins. Un cathéter, non, tu jettes des solutions intraveineuses, non, tu jettes corticostéroïdes, tu jettes tout. Et puis quoi? Et donc Jean-Louis, ça voudrait dire aussi, si j'ai bien compris, que l'évidence base médecine sur des patients tout venant, puisqu'en réanimation, on est effectivement confronté au problème de l'extrême hétérogénéité de nos patients d'une part, et d'autre part à la difficulté souvent d'avoir des capacités d'inclusion extrêmement importantes, ce qui permettrait de faire des analyses en sous-groupe plus puissantes que ce qu'on a actuellement. Ça veut donc dire, si on reprend l'exemple de la transfusion, qu'il faudrait a priori, dans le design de nos études, cibler des populations plus précises ou pas? Absolument. Et donc il faut essayer de trouver le marqueur, c'est pas toi qu'il faut le dire, puisqu'effectivement, tu es fort impliqué dans la caractérisation de la réponse immunitaire des malades, mais c'est ça qu'il faut évidemment quand on veut faire une étude sur le sepsis. Il ne faut pas prendre tous les malades qui ont de la fièvre et qui ont l'air un peu malades, hein, ça n'a pas de sens. Il faut absolument avoir un certain phénotype. Et mercredi, je présenterai les résultats de notre étude sur la thrombomoduline dans le sepsis. C'est pas vraiment positif, c'est pas vraiment négatif non plus, c'est un peu comme l'étude Eolia. Enfin bon, l'étude est, on peut dire négative, enfin il y a quand même une petite différence de survie, mais là on prend sepsis et coagulopathie. Parce que la thrombomoduline, évidemment que ça va agir au niveau de la coagulation, et on présume que ce sera un marqueur de l'endotéliopathie, si on veut l'appeler comme ça, en tout cas une anomalie de la microcirculation, et on prend ça pour identifier des malades. Mais l'étude clinique, elle avance beaucoup plus doucement, évidemment, que quand on lance la grande machine et qu'on fait une étude rapide sur 3000 malades. Enfin, il vaut mieux avancer plus doucement et avoir, espérons-le, un résultat positif, plutôt que de lancer la grosse machine et de ne rien trouver. On est d'accord. Et l'autre question que se posent souvent les lecteurs et les collègues quand on discute avec eux, c'est justement l'objectif principal des grandes études de réanimation, c'est-à-dire qui sont randomisées, multicentriques, souvent en double aveugle, sur un collectif important de patients, c'est justement la mortalité qui est prise tantôt à 14 jours, tantôt à 28 jours, tantôt à 60 jours, tantôt 6 mois après la sortie de réanimation. Finalement, quel est le critère de choix, s'il y en a un, à ton sens, pour définir quel doit être le bon objectif principal en termes de mortalité, en termes de timing sur l'évolution du patient? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre, je trouve. Oui. D'abord, la mortalité comme critère principal a ses avantages et ses inconvénients. Je ne crois pas qu'on puisse la négliger, ça reste important quand même. Et je pense que c'est un critère dur quand même, hein. C'est difficile d'arguer. Voilà. Mais évidemment, c'est influencé par des questions éthiques, bien sûr. Jusqu'à quel point va-t-on se battre? Et donc, c'est un critère qui est particulièrement applicable dans les études aveugles. On ne sait pas dans quel bras le malade se trouve, parce que sinon on peut se laisser un peu influencer. Et on a vu ça d'ailleurs, hein. Enfin bon, je ne veux peut-être pas citer d'exemple à ce stade, mais enfin quand même, sur une certaine technique, on a déjà vu que le malade qui était sous cette technique avait plus de chances de survivre les 28 jours que celui qui n'était pas traité par cette technique particulière. Parce que là, on ne pouvait pas être aveugle. Mais donc ça adresse la question, effectivement, est-ce qu'il faut suivre le malade 14 jours, 28 jours ou plus longtemps? Je crois que ça dépend ce qu'on teste. Et qu'il n'y a plus beaucoup de malades qui décèdent dans la première semaine de leur affection, quelle qu'elle soit. Il y a de temps en temps des traumatisés qui décèdent le premier jour, mais ça devient plus rare parce qu'on a fait tellement de progrès qu'en général, on peut les tenir pendant un certain temps. Et donc, c'est ça que évaluer la mortalité à 7 jours ou même à 14 jours, c'est peut-être un peu tôt. Mais la mortalité à 28 jours, pour beaucoup d'interventions, ça n'est pas nécessairement mauvais. Mais par contre, pour certaines stratégies, si on s'attend à ce qu'il y ait des complications à plus long terme, par exemple, là, il faut peut-être aller à 3 mois, voire à 6 mois, encore que 6 mois. Il y a tellement d'autres éléments qui viennent, entre guillemets, polluer l'évolution des populations
le cancer qui évolue, les accidents qui peuvent se reproduire, l'autre action vasculaire cérébrale, etc., etc. Il y a tellement d'éléments qui peuvent influencer le devenir de ces malades. Mais par exemple, si vous regardez les effets d'une intervention métabolique, du contrôle strict de la glycémie, dans les études de Vandenberg, on voit bien que les mortalités précoces ne sont pas très différentes et avec le temps... Ça s'écarte la plupart des études. Il y a beaucoup d'études où ça se sépare plus tard. Et donc, ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. C'est aussi intéressant pour ça de regarder l'allure de la courbe de Kaplan-Meier, donc l'allure de la courbe de survie de certaines études. Là où il y a une différence de mortalité, on voit parfois les courbes qui se séparent assez tôt, il y en a d'autres qui se séparent relativement tard. C'est quelque chose qui peut être intéressant si on veut un peu mieux comprendre le mécanisme du bénéfice d'une intervention. Si on revient d'ailleurs, si on rebondit sur ce commentaire, ça c'est tout à fait en fait lié à la plausible association entre l'intervention et le pronostic. Alors, c'est vrai que si on teste des interventions pour lesquelles on a une association très plausible avec la mortalité, là ça paraît évident. On teste un antibiotique ou une stratégie salvatrice dans une pathologie avec une mortalité très importante. On a une chance, en tout cas, de montrer une différence. Mais le problème, c'est que quand même, on a quand même beaucoup d'études pour lesquelles la plausible association avec la mortalité est quand même très ténue. Absolument, tout à fait d'accord. Et donc, on se retrouve avec beaucoup d'essais négatifs, dont on s'y attend un petit peu, parce qu'en effet, notamment des interventions comme la nutrition, c'est important de bien manger, mais quand même, peu de chances que ça modifie grandement le pronostic, en tout cas vital, chez les malades de réanimation. Et donc, souvent, on n'est pas très étonné de voir des essais négatifs sur la mortalité, mais on peut voir parfois les différences sur les critères de jugement secondaire, qui peuvent aussi être importants. Alors, comment on fait ça? Quand on a le critère de jugement principal qui est négatif, mais des critères de jugement secondaire qui sont positifs. Il y a plein d'éléments dans ta question là, hein, donc je vais essayer de reprendre l'élément initial qui était si la mortalité, enfin en gros, si la mortalité est relativement faible, il peut être extrêmement difficile de montrer une diminution plus importante de la mortalité. Pourquoi? Parce que si on prend une étude clinique où la plupart des malades vont effectivement survivre parce que c'est des malades qui ne sont pas très lourds, ça va être très difficile de montrer qu'on peut diminuer cette mortalité, d'autant plus qu'il y a des malades dont le pronostic est tellement mauvais que quelle que soit la stratégie thérapeutique, ils vont aussi mourir. Parce qu'en fait, c'est dans la zone grise qu'on se trouve, qu'on peut agir. C'est la zone des malades pour lesquels vraiment il est possible qu'ils survivent, il est vraiment possible qu'ils décèdent. Et donc, il faut essayer d'éliminer justement tous les cas légers si on cible la mortalité. Et il faut de toute façon éviter d'inclure les malades qui vont de toute façon décéder. Donc, ça c'est très important. Et donc, même l'antibiothérapie que tu cites comme exemple, dans certains cas, peut-être que l'antibiothérapie ne va pas influencer la mortalité. Ça va peut-être prolonger un peu le séjour, ça va peut-être prolonger un peu la durée de ventilation mécanique pour la pneumopathie, mais ça ne va peut-être pas modifier sensiblement la mortalité. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont effectivement extrêmement importants. Et je pense qu'en études cliniques, il faut essayer de cibler la zone grise. Et ça, c'est fondamental. Si on veut viser la mortalité, il faut vraiment aller éliminer les cas légers et les cas graves. Et pour rebondir sur ce que vous dites, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette assertion, mais on a l'impression justement que, et on le voit dans de plus en plus d'études cliniques, notamment dans les grands journaux, le fait d'incorporer la mortalité dans un score composite peut avoir une pertinence. Je m'explique. Enfin, moi je pense que ça peut permettre de régler un certain nombre de problématiques, au moins en termes de réponse, quand on fait une étude randomisée en double aveugle. Si on prend les études au bloc opératoire, par exemple celle de Samir Jaber, où on se rend compte qu'effectivement, la mortalité attendue est assez faible. Pour autant, on estime que sur l'opérateur pulmonaire, la VNI, par exemple, peut avoir un intérêt majeur. Le fait de mettre dans un score composite la mortalité, parce que ça reste, Jean-Louis l'a très bien dit, on ne pourra jamais s'affranchir de ça. Ça reste un critère dur qu'on est un petit peu obligé dans nos études randomisées en double aveugle de prendre en compte. Mais si on lui adjoint
l'organe ou la fonction qu'on pense améliorer, je pense que ça peut avoir clairement une pertinence. L'autre exemple que j'aime beaucoup, qui est plus proche de mes problématiques, c'était sur les pneumopathies communautaires, où si on dit qu'on va utiliser, c'était le groupe d'Anthony Torres, un papier dans le JAMA, où il dit très bien, moi je pense que les corticoïdes, ça agit peut-être par l'insuffisance surrénale, mais c'est essentiellement anti-inflammatoire. Donc je ne vais pas randomiser tous les patients, je vais randomiser les patients qui ont une CRP supérieure à 150. Alors déjà c'est bien parce que effectivement, c'est les malades qui sont les plus inflammatoires. Et après, son critère, c'est la pneumopathie communautaire non sélectionnée ou très peu sélectionnée. On ne s'attend pas à avoir des chiffres de mortalité importants. Et donc dans son critère composite, il va mettre échec du traitement. Alors c'est critiquable, c'est un critère mou, mais au moins je trouve que pas philosophiquement, mais par rapport à la physiopathologie qu'il y a derrière, l'étude a une cohérence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, tout à fait. Non, et le score composite, c'est évidemment une question importante et qu'on discute souvent, y compris avec l'industrie, quand ils viennent proposer une nouvelle stratégie. On le fait par exemple dans le domaine rénal, on peut dire mortalité ou persistance d'un support rénal, dialyse ou hémofiltration à 14 jours par exemple. Ça c'est une manière de combiner les choses. Parfois c'est un peu surprenant aussi, l'étude sur la phosphatase alcaline qui sera d'ailleurs aussi présentée ici, qui sortira dans le JAMA en même temps. On l'avait proposé à visée rénale parce que dans une étude préliminaire qu'on a publiée dans Critical Care, il semblait y avoir une protection de la fonction rénale chez les malades septiques. Et donc on s'est embarqué dans une plus grande étude visant à diminuer l'insuffisance rénale et le besoin de support extracorporel. Eh bien, bardaf, comme on dit en Belgique, sur le plan de la fonction rénale, il n'y a pas vraiment de différence, mais il y a une différence de mortalité. Oui, on peut avoir aussi les... Et donc ça, c'est évidemment un peu embêtant. L'étude n'est pas très grande. C'est la mortalité comme critère de jugement secondaire. Voilà, exactement. Ça revient à la question que tu soulevais. Quid de la mortalité comme critère secondaire. Et ça, c'est évidemment quelque chose à considérer. Maintenant... Bon, il y a eu aussi ces études visant à combiner ces critères visant à combiner la mortalité et la morbidité, qui sont les fameux Mechanical Ventilation Free Days ou Renal Replacement Therapy Free Days ou ICU Free Days. Donc c'est le nombre de jours où le malade n'est pas traité par ventilation mécanique, par exemple, dans une période donnée, de 28 jours, par exemple. Donc celui qui décède... n'a évidemment, alors qu'il est encore en ventilation mécanique, n'aura droit à aucun de ces jours. Et celui qui est extubé rapidement et qui peut rester 28 jours vivant, il aura beaucoup de jours. Le problème, c'est que cette approche, finalement, a été décevante parce que la mortalité est réellement, joue un rôle vraiment très, très important dans ce calcul. Et puis, la distribution n'est pas du tout gaussienne, et donc c'est très difficile d'arriver à quelque chose. Donc, on en revient de ces unwanted events free days. On en revient. Et donc, on en revient maintenant plus à évaluer la fonction d'organes au fil du temps chez les survivants. Bon, comme il faut quantifier, on prend en général un SOFA score, et on regarde si le score SOFA est différent dans le groupe traité versus la moins mauvaise solution, très clairement, actuellement, probablement. Oui, maintenant, bon, s'il y a une différence de mortalité, ça complique l'analyse. On tend aussi dans les ventilator free days ou ICU free days, on tend aussi à considérer que celui qui décède dans les 28 jours n'aura droit à aucun jour. En d'autres termes, si le malade est détubé après quelques jours, qui reste vivant quelques jours et puis qui décède, eh bien, il n'aura pas droit à ces quelques jours de survie parce qu'on considère que c'est vraiment des jours qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'être détubé pendant quelques jours si c'est pour mourir quelques jours plus tard. Donc ça, c'est une stratégie qui permet d'un tout petit peu corriger, disons, les faiblesses de cette approche. Et le corollaire de ce qu'on vient de dire sur donc les primaires outcomes des grandes études, leurs améliorations potentielles,
La mortalité, oui, mais peut-être plus basée sur les actions qu'on attend des thérapeutiques qu'on teste ou des devices qu'on teste également. Il y a aussi tout un mouvement actuellement en réanimation qu'il faut qu'on adresse, même si c'est difficile au départ, qui est de dire l'évaluation finalement de la qualité de vie, par exemple, du patient à la sortie de réanimation, c'est-à-dire ce qu'on nous oppose parfois, ce qui est entendable, hein, tout dépend de quel côté on se place, c'est que la survie, c'est bien beau, mais quid de la qualité de vie du patient à 6 mois, à 1 an, par rapport à une intervention qu'on aurait pratiquée donc 6 mois, 1 an avant dans un milieu de réanimation. Je trouve que cette question est particulièrement difficile à adresser, déjà pour cette raison inhérente, c'est est-ce qu'on peut penser que la seule intervention qu'on a pratiquée au départ va-t-elle être à elle seule responsable d'échelle de scoring neuropsychologique ou qu'on va pouvoir faire à 6 mois, à 1 an? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Et puis la deuxième, est-ce qu'on a les moyens objectifs actuellement, justement, de tester cette intervention à 6 mois ou à 1 an sur une qualité de vie d'un patient, sachant que, c'est difficile à évaluer, et puis 2, on aura encore une fois beaucoup de mal à la corréler à ce qu'on aura fait initialement. Est-ce que tu penses que ces indices de qualité de vie doivent avoir une importance réelle actuellement dans les outcomes des études qu'on fait en réanimation, par exemple médicaments? Je teste corticoïdes, transfusion. Personnellement, j'ai mes doutes, mais mon avis est peut-être minoritaire aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est dans le vent. Il faut évaluer la qualité de vie, c'est pas tout d'être survivant, etc. Mais évaluer la qualité de vie, quand on évalue ça de manière pragmatique, c'est pas évident du tout. On essaye de téléphoner, on n'arrive pas à contacter la personne, on contacte un proche qui est à moitié content qu'on appelle, et puis le questionnaire, s'il veut être complet, il doit être un peu long, et puis la personne ne comprend pas tout ce qu'on... C'est subjectif, c'est oui, mon papa, il a l'air assez content, ouais, etc. Donc, c'est pas aussi évident que ça à faire. Et bon, il faut aussi voir les aspects de qualité de vie. Ça devient assez hétérogène. On en parlait en privé dans le domaine neurologique. Est-ce qu'il vaut mieux être paraplégique ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu de démence? Choisissez. Peut-être qu'on pourrait dire que la qualité de vie est meilleure pour celui qui est un peu dément, parce que finalement, il est devant la télé, il regarde, ça va, ouais, ça va, tout va bien. Tandis que la personne qui est paraplégique, c'est une autre paire de manches. Mais il faut peut-être plus d'aide à la personne qui est un peu démente, qui a besoin d'avoir tout le temps quelqu'un près de lui ou près d'elle, etc. Donc, c'est pas facile. Alors, on peut éventuellement simplifier en voyant où va la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne rentre chez elle? Est-ce qu'elle reste à l'hôpital? Est-ce qu'elle va dans une maison de repos, comme on dit de manière gentille? Et quel type de maison de repos? Mais ça, c'est difficile parce que justement, il y a tellement de types de maisons de convalescence, de maisons de repos que c'est difficile à quantifier. Mais ça peut être une manière assez simple d'évaluer globalement le degré d'indépendance de la personne. Donc, je pense qu'il faut être relativement simple. Il ne faut pas essayer d'être trop fin dans l'évaluation de la qualité de vie. Évidemment, il ne faut pas négliger ça, c'est sûr. Ça a son importance aussi, mais ce n'est pas facile à évaluer. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est dans le vent, on se rend tous compte que ça a une réelle importance, bien entendu, pour nos patients et pour leurs proches. Maintenant, on est, comme tu le dis très bien, assez démunis en termes de critères objectifs qui peuvent nous permettre de dire, in fine, à 6 mois ou 1 an, tel patient est bien dans sa vie, vis-à-vis du fait qu'il ne le serait pas. Et c'est pour ça qu'il faut revenir effectivement aux fondamentaux qu'on a tous évoqués au départ. Déjà, essayons d'avoir des études le plus évidence-base possible sur des populations le plus homogènes possible de patients, avec la physiopathologie derrière qui va le mieux possible en intégrant des critères durs comme la mortalité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse. Tout à fait. Il y a peut-être une chose à ajouter, c'est que, surtout pour ceux qui ne sont peut-être pas très impliqués dans les études cliniques, c'est qu'il faut que le critère principal au moins, mais probablement aussi les critères secondaires, soient centrés sur le patient. Donc, faire une étude pour montrer que la créatinine est un peu moins élevée dans le groupe traité par rapport au groupe témoin, vous allez dire, mais ça a beaucoup de sens pour moi quand même. Pour vous. Ouais.
investigateur. Mais le malade, vous lui dites, on va voir si votre créatinine va être plus basse. Il dit, alors docteur, qu'est-ce que ça change pour moi d'avoir une créatinine plus basse? Le malade, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas avoir besoin de dialyse. Ah, ben ça évidemment, ça tout le monde comprend. Mais donc, il faut faire attention à ça, avoir des patient-centered outcomes. Il faut que les critères d'évaluation soient centrés sur le malade. Ça, c'est très important. Et donc là, évidemment, survie et la qualité de vie. Parce que ne regarder que la survie, ça aussi, évidemment, c'est limitations. Hein? Si effectivement le malade survit, mais si c'est pour être vraiment comme une plante dans une maison spécialisée, c'est peut-être pas un grand succès de la réanimation. Donc on est d'accord que la mortalité, en tout cas, c'est inévitable pour une partie de nos interventions. En tout cas, pour les interventions pour lesquelles on pense qu'il y a une action plausible sur la mortalité. Puis après, les différences d'organes, bien sûr, parce que c'est quand même ce qu'on fait en réanimation. Moi, j'avais une question peut-être, et après, pour les quelques dernières minutes, c'est les critères de jugement, d'accord, on a beaucoup laissé des négatifs sur la mortalité ou des critères de jugement même combinés. Et finalement, est-ce que le problème, plus que le critère de jugement, ça ne serait pas la méthodologie tout simplement des essais cliniques en réanimation avec l'approche actuelle qui est encore régulièrement fréquentiste, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi je m'attends à 7 incidences d'événements, je voudrais tester l'hypothèse que ça diminue de tant de pourcents l'événement, donc la mortalité, et donc il faut que je randomise tant de patients. Voilà, ça va me prendre 5 ans si je suis rapide, 10 ans si c'est un peu plus long. Est-ce que finalement c'est pas ça qui, plus que le critère de jugement, le problème en réanimation, c'est-à-dire la méthodologie des essais cliniques et en tout cas les essais randomisés avec une approche fréquentiste, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais ça revient à ce qu'on disait au début, mais effectivement, on n'a pas épousé la question. C'est le recrutement. Et en fait, quand on établit le protocole d'une étude, très souvent, on a tendance à exclure plein de malades. Parce qu'on dit, ben voilà, de malades, prenons, je sais pas moi, les infections graves, on ne va pas prendre des cirrhotiques. Non. On ne va pas prendre les malades qu'on a décidé de ne pas réanimer. Non. On ne va pas prendre des malades qui ont une insuffisance cardiaque sévère. Non. Et puis finalement, on élimine. Et puis finalement, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus grand-chose. Et puis si on se contente de ça, et si on y va avec ce protocole-là, on se rend compte qu'on ne parvient pas à inclure des malades dans l'étude. Et donc, il ne faut pas être non plus trop restrictif. On est obligé d'être un tout petit peu libéral. Mais pas trop quand même, parce que tout ça pollue effectivement l'étude. Et alors, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a établi les critères d'inclusion dans l'étude, souvent on se rend compte que l'étude, elle ne va pas très vite. Alors on pousse les investigateurs, on dit allez, mais vous les trouvez ces malades, vous les trouvez. Et d'ailleurs, si vous les trouvez, vous serez co-auteur dans le New England, hein? On va vous mettre comme co-auteur. Mais si vous ne trouvez pas assez de malades, désolé. Hein? Ah ouais, non. Et en plus, on vous paye 3 000 € par malade. Vous n'avez pas oublié, qu'est-ce que je dis 3 000 €? 7 000 €, 8 000 € par malade. Vous n'avez pas oublié votre infirmière de recherche, etc. On y va. Et alors, boum. Allez, il faut des malades. Et puis, les Australiens sont champions. Hein. Ils arrivent avec des études de 3 000 à 4 000 malades négatives. La dernière étude sur les corticoïdes dans le choc septique, heureusement qu'il y a eu l'étude française simultanée, mais regardez le nombre de malades qu'ils ont inclus par rapport au nombre de malades dans l'étude de Djillali Annane. Waouh! Mais la moitié des malades n'étaient pas en choc septique dans l'étude australienne. Oh, mais si, ils étaient tous sous noradrénaline. Oui, mais une fois qu'on sait qu'en Australie, tout le monde est sous noradrénaline dans les unités de réa. Moi, j'ai fait la visite, là, hein, et quand on quitte le malade, on a fini d'en parler, et puis on regarde, et dit, on quitte la chambre, on se rend compte que le malade est sous noradrénaline, mais vous n'avez pas dit ça. Oh, Jean-Louis, un petit peu de noradrénaline, ça ne fait pas de tort quand même. Mais ils donnent ça comme des vitamines. Et donc, évidemment que c'est facile alors d'identifier des malades. Il y a une petite infection, il est sous noradrénaline, c'est un choc septique, roulez jeunesse. Et ils ont 23% ou 25% de mortalité dans le groupe contrôle. Mais comment est-ce que vous les diminuez ça encore? C'est pas des malades en choc septique, ça, je suis désolé. Ben, dans le choc septique, c'est comme dans l'étude d'Annane, c'est plus de 40%, 40-42% de mortalité. Ça, c'est le choc septique aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est fini déjà? Oui. Bah oui, c'est déjà fini. ok. On serait bien resté des heures à discuter avec toi. C'était très sympa. en tout cas. Ouais. Merci C'était très beaucoup. content. Merci mille fois, Jean-Louis. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli. Merci Mathieu. Merci Et puis merci pour la qualité du débat et merci d'avoir accepté d'être éditeur de notre revue. Tout le monde a compris maintenant pourquoi ce sera très important pour nous et pourquoi c'est un réel plaisir de le faire avec toi. Merci encore. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.